Ok, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Euh, Ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire tenir ça en moins de 30 minutes, c'est la formation des prospecteurs. On a vu il y a à peu près un mois sur une conférence, la conférence précédente, comment on recrutait, en tout cas quel était le partage d'expérience, les difficultés et comment on essayait de mettre en place un process pour recruter les bonnes personnes pour faire de la prospection. Tout ça est bien évidemment lié, si on va essayer d'être cohérent. Si on a un process trop artisanal de recrutement, on va avoir des difficultés sur la formation. Et évidemment, même si on embauche des stars, mais qu'on n'a aucun process de formation, bah, ça va être très très long à se mettre en place. Bon, tout à l'heure, je passerai sur les slides. L'idée, normalement, vous connaissez le principe. Vous pouvez poser vos questions en dessous. Je répondrai de toute façon dans la journée. Ça, je m'y engage pour répondre à toutes les questions. Vous pouvez nous appeler aussi directement s'il y a un point de détail. Surtout, vous gênez pas. Et donc, on va démarrer. Allez, je bascule. OK. Normalement, c'est bon. Vous devez voir les slides. Alors, je vais me présenter pour ceux qui, effectivement, suivent ce type de conférence pour la première fois. Nicolas, je m'occupe du marketing d'écosystème. On en parlera un tout petit peu de ce que fait l'écosystème. Enfin, de toute façon, j'étais obligé de vous montrer un peu comment on travaillait, donc on travaille avec nos outils. Bref, donc ces conférences, je sais pas, on doit être à la 11e ou à la 12e, sont une sorte d'extension d'un livre qui était sorti en 2014 où on avait analysé, on avait fait beaucoup d'interviews, des centaines d'interviews de boîtes qui font très très belle croissance pour essayer de comprendre quelles étaient leurs recettes, à la fois en termes de marketing, de vente, de cycle de vente de manière générale. Et donc, voilà, c'est une extension dans ces webconférences qui fonctionne bien, hein. Normalement, on doit être à peu près 300 là connectés. Donc, ça remplit une belle salle. OK, on va démarrer. Donc, je voulais reprendre quand même rapidement la mécanique de prospection. Pour moi, il y a vraiment trois dimensions sur lesquelles il faut investir, sur les trois. La première, c'est, alors les Américains disent People Process Technology, humain process technology. L'humain, c'est effectivement comment on va recruter, comment on va former, comment on va coacher, parce qu'à la fin, il faut quand même qu'il y ait une magie et il faut qu'il y ait, on vend encore avec des hommes. Voilà, sur en tout cas pour la plupart d'entre nous vendons encore avec des hommes et dans des rendez-vous, qu'ils soient physiques ou virtuels. Ensuite, c'est pour que la mécanique fonctionne, il faut qu'on ait un process, il faut qu'on ait des routines, comment on va gérer les leads, comment on va travailler, comment on va s'organiser, est-ce qu'on se sépare des équipes, est-ce qu'on a des équipes qui font tout, et tout ça, et on va voir notamment, on verra la partie playbook, hein, c'est qui est pas un gros mot, c'est là où on va mettre toute la documentation et qui va vraiment servir d'architecture, d'épine dorsale pour la formation du prospecteur. Et puis les technologies, à quoi servent les technologies? Ben, tout simplement, une fois qu'on a un process, on a des bonnes personnes, surtout il va falloir automatiser. On va en parler. C'est clair que si on passe des centaines de coups de fil et qu'après on doit être super intelligent quand on a une conversation, ça fonctionne pas. Donc on a besoin d'automatiser beaucoup le métier du commercial et on a surtout besoin, donc à la fois pour qu'il ait plus de qualité dans ses interactions et à la fois de démultiplier cette mécanique de prospection qu'on a mis en place. La mécanique, c'est très simple. C'est comment je trouve des bons leads à attaquer et comment je les engage. Et ça, c'est la mécanique. Après, c'est la magie qui va s'opérer lors de la conversation. Voilà. Donc, on va essayer de revenir là-dessus. Puis, on va rentrer, bien sûr, dans le détail de la mécanique. Il me faut un flux de lead. On va être très basique. Il me faut un flux de lead. Il faut que je sache comment je vais engager la conversation, quels moyens j'utilise pour joindre la personne qui m'intéresse, comment se passe la conversation, qu'est-ce que je dois qualifier dans une conversation pour identifier un vrai projet. Et puis, on va quand même faire une petite partie sur le recyclage des leads. C'est souvent un point qui est oublié et qui nécessite un peu de process. Et puis bon, après, c'est OK, il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on ait des métriques, il faut qu'on ait du reporting. Et puis, on viendra ensuite sur le playbook. Et on a des choses d'ailleurs à partager avec vous. Reprenons.
pour avoir une vue d'ensemble, l'objectif de la formation, c'est on a recruté les bonnes personnes, super, maintenant il faut faut qu'on soit rapide pour les rendre opérationnels. Il faut bien distinguer ce qui est être opérationnel, c'est-à-dire, pour faire simple, passer ses premiers coups de fil, voilà, en live, et être pleinement productif. Donc là, l'étude, les deux tableaux que je vous ai mis, les deux graphiques, c'est une étude du Bridge Group de cette année, hein, qui montre qu'effectivement, en moyenne, pour atteindre une productivité identique à des prospecteurs qui ont plus d'expérience, il faut environ 3 mois. Voilà. Alors évidemment, ça va varier. Si votre prospecteur, vous voulez juste qu'il qualifie un nom, un numéro de téléphone, mais à la limite, c'est pas du prospecteur. Enfin, pour moi, ça reste de la télépro où il va passer que 2 minutes au téléphone. Bon, bah, évidemment, la formation peut être beaucoup plus rapide et la productivité, elle est immédiate. Ou si on demande au prospecteur de vraiment qualifier des projets, et auquel cas, effectivement, on a besoin de beaucoup plus de temps. Donc, on va voir que donc, selon le niveau d'implication dans le cycle de vente du prospecteur, donc selon le travail de découverte qu'il va faire et de qualification qu'il va faire, effectivement, la formation est plus longue. J'enfonce une porte ouverte, c'est complètement stupide. Donc, chez nous, à peu près, on est là-dessus aussi. On est sur 3 mois pour devenir pleinement productif, mais on va distinguer effectivement ce qui est onboarding, comment être opérationnel rapidement. Et ça, c'est sous 2 semaines. Sous 2 semaines, pouvoir passer les premiers calls de bonne qualité, bien maîtriser le process, etc. Et puis après, bah, c'est avec l'expérience qu'on va devenir pleinement productif. Rapidement, donc, le onboarding, donc je prends l'exemple chez nous, j'en ai pas trouvé sur le net de manière générale de gens qui partagent leur onboarding. Semaine 1, accueil administratif, on fait des kick-offs, on leur présente la culture de l'entreprise, on leur explique leur process, ils vont rencontrer les différentes autres business units pour comprendre chaque rôle dans l'entreprise et notamment toutes les personnes, puisqu'on a des équipes très, très séparées entre le prospecteur, le closer, ceux qui vont ensuite gérer les clients, les renews, donc qui comprennent bien le cycle de vente et la façon dont ça se passe. Ensuite, c'est le playbook, donc on y reviendra un peu à la fin, qu'on imprime, etc. Beaucoup de contenu à consulter. Et puis après, des écoutes. On va écouter les prospecteurs qui savent faire. On va les former bien sûr aux solutions, à nos solutions et aux outils qu'ils vont utiliser. Et puis, on va faire ces mock calls. Les mock calls, je ne pourrais pas trop revenir là-dessus. On en a beaucoup parlé sur le recrutement. C'est toutes les simulations de calls, comment on organise des simulations qui ont de la valeur. Et puis, la deuxième semaine, donc on est vraiment sur 2 semaines. On est toujours sur écoute des prospecteurs mock call. Et puis ensuite, on va travailler sur, OK, c'est très bien, vous savez faire une conversation, vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, il va falloir apprendre à faire des emails d'engagement. On y viendra. C'est comment, justement, j'écris des emails qui vont amener un grand volume de réponses. Et donc, il y a des exercices, des quiz. Et puis ensuite, il y a les calls en live. Voilà. Et après, c'est vraiment le coaching qui va amener à la pleine productivité. Une synthèse rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de charge d'apprentissage? On essaye d'être cohérent, c'est-à-dire qu'on essaye d'être aligné sur nos critères de recrutement. Si vous avez pu voir la conférence sur le recrutement, effectivement, un des facteurs clés de succès dans notre entreprise, c'est la culture dans le métier de nos clients. Donc, la culture dans le marketing et la vente. C'est important, enfin, même si vous vendez du consulting et que vous êtes prospecteur pour du consulting ou pour, je sais pas, vous vendez du CRM ou vous vendez de la publicité, c'est quand même mieux de comprendre ce qu'est une campagne, qu'est-ce qu'on veut toucher. Si vous vendez de la publicité, si vous vendez du consulting, c'est quand même bien de comprendre les projets, comprendre les implications. Donc, la culture va beaucoup jouer de manière générale sur un commercial et d'autant plus sur un prospecteur. Et donc, effectivement, dans la formation, c'est à peu près 30 ou 40% de la formation qui est faite autour de la culture et l'acquisition de culture. Et ensuite, des écoutes, des simulations, des briefings, etc. Je passe. On va rentrer dans la mécanique. Donc, la mécanique, effectivement, c'est simple. Il suffit d'avoir des leads, il suffit de savoir les engager, d'avoir des conversations et de les qualifier. OK. Soyons agnostiques. D'abord, il nous faut un flux de leads. La problématique d'avoir des leads, c'est qu'il y a une problématique de volume et il y a une problématique de qualité. Alors, qualité, c'est un peu vaporeux, disons, de conversion. Un bon lead, c'est un lead qui va convertir. Disons, exprimons-le à peu près comme ça. Donc après, vous avez plusieurs sources de leads. Vous pouvez utiliser des bases de données type Corporama, LinkedIn, quelque part, c'est une base de données. Et généralement, je fais un extract, j'engage, soit par téléphone, soit par email, soit par in-mail. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On connaît à peu près, normalement, les statistiques et ce que ça va vous apporter.
Ensuite, le deuxième, je suis un peu cryptique là, c'est pattern. Alors, pattern, en fait, c'est une sorte de déclencheur. On avait vu, il y a pas mal d'entreprises qui, elles, disent, OK, mes prospects, je les trouve parce qu'ils sont en train de déménager. Donc, il me faut un flux d'entreprises qui déménagent. Ou par rapport aux annonces d'emploi. Ou par rapport, enfin, il y a, des entreprises vont mettre en place des systèmes particuliers pour détecter des nouveaux leads, des gens qui font des levées de fonds, etc., etc. Bon, il y a un effet, il faut voir quel est le volume, en fait. Et est-ce que le déclencheur joue à plein. Ensuite, bon, je suis obligé d'en parler un peu ici. Alors, je parle pas des publicités, des salons. Il y a d'autres sources de leads, mais c'est vraiment pas des flux qu'on peut systématiser. Les anciens clients, typiquement. Alors, c'est pas vraiment une stratégie de conquête. C'est comment on va recycler. Si quelqu'un a acheté chez moi, maintenant il n'achète plus, mais a priori, c'est du recyclage. Il y a plus de probabilité de pouvoir le signer. Bon, c'est un peu difficile dans les faits. Ça dépend combien d'anciens clients vous avez. C'est souvent un fusil à un coup. Ensuite, on arrive un flux inbound. Alors, inbound peut être effectivement les gens qui remplissent des formulaires ou les gens qui ne sont trop timides pour remplir des formulaires, mais qui consultent beaucoup de contenu et qui sont intéressés, que vous pouvez identifier. Bon, donc c'est pas forcément des gens qui veulent vous parler. Par contre, si ils vous connaissent très bien, vous pouvez les appeler et vous êtes voilà. Le flux inbound, alors on en fait évidemment. Il faut quand même avoir beaucoup de trafic naturel. C'est assez long à mettre en place, hein, d'acquérir du trafic. Ça coûte assez cher. Enfin, après, il faut créer des contenus, etc. Ça coûte. La principale problématique étant, donc au-delà de cette inertie pour que ça se mette en place et que ça produise, c'est que le flux est difficilement régulier. Voilà. Et donc, on va avoir des chutes ou des pics sur un flux inbound. Ensuite, il y a les flux prédictifs, donc c'est ce qui existe maintenant sur le marché depuis 3-4 ans. Pour faire simple, c'est un peu un mix de ce qu'on a vu. Il y a des données, donc il y a une base de données, on utilise des choses de type pattern, on va utiliser aussi ce qu'on sait des anciens clients. Pour faire simple, en fait, on analyse tout le marché pour essayer de trouver des signaux concordants, des leads potentiels qui ressemblent beaucoup, qui partagent le même ADN avec les clients que vous avez réussi à signer, voilà, pour faire ça. Bon, après, ça analyse beaucoup de données, je ne vais pas aller dans le détail, etc. Chez nous, on utilise à la fois de l'inbound, il y en a, effectivement, et ensuite, on utilise du prédictif. Voilà. Bon, enfin, c'est un peu logique, ce serait quand même absolument atroce que je vende une solution de prospection que j'utilise pas moi-même, quand même. Soyons honnêtes. Donc, mais l'enjeu ici, en fait, quel que soit le choix que vous faites sur le flux de leads que vous allez mettre en place, l'enjeu, c'est surtout de prioriser. Voilà. Avoir un flux de leads qui est classé quelque part, qui est classé. Et le mieux, c'est quand même qu'il soit classé par ceux qui vont être le plus facile et ceux qui vont le mieux convertir. Voilà. C'est vraiment quel lead je vais attaquer en premier. Voilà. Et comme ça, on peut se concentrer sur ce qui a la meilleure conversion. Autre point important, il faut essayer de mettre ça en place, c'est toujours penser, c'est toujours volume et conversion, mais le prospecteur, il doit avoir trop de leads à traiter. Le pire qui puisse nous arriver, c'est le prospecteur qui vous dit « j'ai pas assez de leads ». Ah bah oui, enfin, c'est quand même son essence. S'il n'a pas de gasoil, ça va pas avancer. Voilà. Donc, il faut trouver un système soit qui amène beaucoup de leads de manière régulière, soit un système où on peut facilement déclencher des nouveaux leads. Voilà. Et puis ensuite, bah voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est avoir un vrai process pour nos flux de leads et de pouvoir mesurer les résultats et s'améliorer. Ok, une fois qu'on a un flux de leads, il faut engager, et ça c'est une partie qui n'est pas évidente, hein, c'est comment je fais maintenant pour déclencher une conversation avec les leads que j'ai ciblés. Ok, c'est même le cas en inbound d'ailleurs, hein. Les gens peuvent faire des formulaires et vous vous rendez compte que vous n'arrivez jamais à les joindre, hein. Donc voilà. Donc il s'agit d'engager. Alors il y a plusieurs manières d'engager. Vous pouvez faire 150 coups de fil par jour. Waouh. Vous pouvez envoyer et vous pouvez aussi envoyer des emails custom à la main. Voilà. Donc enfin il y a toutes les méthodes d'engagement qui existent. Le problème c'est oui ok on veut déclencher des conversations.
mais c'est d'avoir des conversations où la magie va s'opérer, parce que derrière, c'est OK, il est peut-être bien qualifié, il est peut-être intéressant pour moi, et comment j'engage, parce que ça va conditionner beaucoup la qualité de la conversation. Il est évident que si vous demandez à un prospecteur de faire 50 coups de fil par jour et de se prendre 48 portes, faut pas espérer qu'il soit très intelligent dans les 2 conversations qu'il va avoir dans la journée. C'est un problème de cerveau droit et cerveau gauche. Enfin, on peut pas se prendre des portes toute la journée et ensuite être brillant pendant 10 minutes au téléphone. Voilà. Donc, ça conditionne, la méthode d'engagement va beaucoup conditionner la qualité de la conversation et puis, bien sûr, combien de projets on va détecter. Hein, c'est quand même important. Donc, et puis, vous pouvez aussi prendre en compte quelle est la durée de la conversation. Si votre qualification se fait en 5 minutes, ben, OK, vous pouvez déranger les gens, par exemple, sur portable. Vous pouvez les appeler sur leur portable. Si vous voulez avoir 40 minutes de conversation ou 30 minutes de conversation pour qualifier un projet, il y a besoin que ce soit planifié. Enfin, vous n'allez pas commencer par les déranger, être intrusif en appelant sur un portable, etc. Donc, il faut avoir une méthode d'engagement qui va être un peu plus respectueuse. Voilà. Et surtout qui va nous permettre de planifier ces appels. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que ça génère, hein? La mécanique, elle est vraiment très, très simple. Alors, je vais vous partager un peu la façon dont ça fonctionne chez nous. Alors, ça fonctionne chez nous, c'est aussi ce qu'on met en place chez nos clients, donc c'est aussi ce qui fonctionne chez nos clients. Pour faire simple, un prospecteur, pour nous, c'est très simple. Ce qu'on va lui demander, c'est, OK, il a son flux prédictif de leads qui sont scorés, enfin, qui sont classés par probabilité, par qualité de la conversion. OK. Et ensuite, on va lui demander d'en sélectionner 15 par jour. Donc, ça lui prend, il faut qu'il en sélectionne 15. Et ensuite, on met en place un système d'engagement avec, alors là, je mets 5 emails, on peut aller un peu plus loin parfois, un email par semaine. Et il y a l'art de savoir construire les emails pour avoir des réponses. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que 40% des gens vont nous répondre. Voilà. Ils vont revenir vers nous et ils vont, en tout cas, nous donner une réponse et sinon planifier une conversation. Donc, en fait, on n'a pas cette horreur de devoir passer 50 coups de fil par jour. Les conversations, les leads reviennent à nous. Voilà. Donc ça fonctionne effectivement très très bien. Derrière, chez nous, on a dans notre process, dans notre mécanique, on a 45 minutes de conversation pour qualifier un projet. Ça peut aller même au-delà. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, ça dépend de l'intérêt du prospect. Mais souvent, effectivement, comme on élargit, on va au-delà de vendre du software pour effectivement bien comprendre comment il génère ses revenus et comment ça peut s'améliorer. Ça peut aller bien au-delà de ce qu'on vend spécifiquement. Et donc, l'objectif, c'est de générer 1 à 2 nouveaux projets par jour. Voilà. Encore une fois, ce sont des prospecteurs qui sont dédiés, qui ne font que ça. Et la mécanique est très, très automatisée. Ce qui est important dans la mécanique, si vous ne mettez pas celle-ci ou vous en mettez n'importe laquelle, la façon dont vous la construisez, surtout qu'elle soit régulière. Vous savez que quand vous faites ça, il va se passer ça. Qu'il n'y ait pas beaucoup de fluctuations. Voilà. Et puis, encore une fois, que ce soit très automatisé, parce que si on veut que la magie s'opère au téléphone, il ne faut pas qu'il y ait des myriades de tâches et de travaux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'actions répétitives, etc., et un peu basiques pour le prospecteur. Donc, on va essayer d'automatiser au maximum. Donc voilà une mécanique, d'autres entreprises peuvent avoir d'autres mécaniques, quelle est votre mécanique, et surtout, c'est quelle est la mécanique, mais qu'est-ce que ça produit, quelles sont les métriques à chaque étape. Super important parce que comme ça, cette métrique, elle permet de savoir, OK, combien j'ai de projets, si je suis un peu bas sur le nombre de projets que je détecte, OK, mais combien de conversations je fais, quel est mon taux de conversion de mes conversations en projet, et si j'ai pas assez de conversations, est-ce que les emails d'engagement que j'ai sont suffisamment performants ou pas? Oui, s'ils sont performants, c'est peut-être que j'ai pas simplement identifié assez de leads tous les jours. Voilà. Et j'ai une mécanique qui est très simple. Je vais avoir le prospecteur lui-même en autonomie a un levier sur sa production. Voilà. Je voulais vous parler ensuite du recyclage des leads. Alors, commencez pas à vous jeter dans ce graphique. On va pas forcément rentrer dans le détail. C'est une espèce de représentation de notre funnel. Il y en a plein des organisations, des funnels, où vous allez sur Google, vous en trouverez plein. Il y en a qui sont plus officiels que d'autres. Ce qui est important, ce que je voulais souligner ici, c'est que oui, OK, il y a tous les nouveaux leads, mais il y a aussi tous les leads qui sont recyclés. C'est-à-dire la majorité des personnes à qui on va parler, à la fin, ne vont pas acheter. Voilà. C'est la dure loi du commerce. La majorité ne vont pas acheter.
Donc, le plus important, c'est d'avoir un process qui est bien détaillé où on prend en compte justement tous ces leads recyclés. Parce que souvent, en fait, on fait un process et puis on dit, voilà, quel est le chemin idéal? Ah ben, je trouve un lead, j'ai engagé, j'ai une conversation, ça détecte un projet, et puis le projet devient une opportunité, et puis ensuite, il va closer. Et on va le gagner. Super. Sauf que dans la majorité des cas, ça va pas se passer comme ça. Soit votre lead tout en haut, il n'est pas assez mature, donc il va falloir le rappeler, il va falloir le retravailler. Soit vous avez peut-être les prospecteurs ont identifié, ont fixé un meeting avec les closers, mais en fait le lead se trouve être moins intéressant ou il n'y a pas assez de stimulation, donc il va repartir, il va être recyclé. Soit il va y avoir effectivement une opportunité, etc., mais à la fin elle va être perdue ou il n'y aura pas de décision. Et donc voilà, tous ces leads refusés, ces opportunités perdues, etc., il faut prévoir comment on va les travailler. Voilà, voilà ce que je voulais ramener. Maintenant, on va passer une fois qu'on est sur... Donc, ça fait partie aussi de comment on va réengager et tous les leads qui vont revenir. Ensuite, on est sur la conversation. OK, donc on a un process pour trouver des leads, on a un process pour les engager. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, il va falloir bien définir d'abord les critères de qualification. C'est ce qu'on appelle généralement, enfin, c'est ce qu'on recoupe sous l'alignement marketing-vente. En fait, c'est aller voir les commerciaux et leur dire, OK, c'est quoi un bon projet pour toi? Tout simplement. Et puis ensuite, ça va être le call, c'est combien de temps, combien il nous faut de temps pour qualifier ce type de projet que tu nous définis comme un bon projet. Il nous faut 20 minutes, il nous faut 40 minutes, voilà. Souvent, et dans ces calls-là, le plus dur, donc on va essayer enfin de décomposer ces calls. Encore une fois, pour essayer de donner une mécanique, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'appliquer par cœur, c'est pas forcément scripté, c'est juste qu'à la fin, ils vont pouvoir avoir une structure sur laquelle ils vont pouvoir créer. En tout cas, voilà, les calls s'organisent quand même d'une manière assez structurée, toujours structurée un peu de la même manière. Je me présente, j'identifie les points de douleur, les challenges, l'organisation, comment ça se passe, l'environnement du lead. Alors, une des règles chez nous, hein, c'est clair, c'est que dans une conversation avec un lead, on ne parle pas de notre solution dans les 10 premières minutes. Bah, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour pitcher. Et en revanche, ce sera intéressant, une fois qu'on comprend le contexte et comment il génère ses revenus, de pouvoir présenter la solution dans son contexte. Voilà. Et par rapport au point de douleur ou par rapport au challenge qu'on a pu identifier. Et puis ensuite, il y a les autres éléments de qualification. Est-ce que c'est bien le décideur? Est-ce qu'il y a du budget? Quel est le process d'achat? Quelle est l'urgence du projet? Mais le plus dur, c'est généralement pas cette qualification. Le plus dur, c'est les premières minutes, c'est ces 5 premières minutes, c'est comment je crée la confiance pour que justement le prospect me donne toutes ces informations parce qu'il a y gagné. Quelle valeur ajoutée j'apporte dans le call. Donc nous, c'est ces deux règles qu'on a, c'est dans les 10 premières minutes, on ne doit pas parler de notre produit. Et la deuxième règle, c'est une bonne conversation, c'est une conversation où le prospect aurait pu payer pour cette conversation. Voilà. Ensuite, c'est dans la conversation, on va lui donner des exemples. Hein, donc, c'est tout ce qu'on va voir dans sa formation. On va lui donner des exemples de formulation, on va lui lister les principales objections qu'on va rencontrer. Et puis, on va faire des doubles écoutes, on va faire des mock calls, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est la partie conversation. Ensuite, le CRM. Tout le monde adore le CRM. Les prospecteurs, généralement, l'aiment bien. Les commerciaux qui font du closing l'aiment moins. On a besoin de renseigner l'information. Donc, on a besoin, alors effectivement, quand on qualifie, on a besoin d'avoir des champs un peu custom pour faire cette qualification. Je vais donner un exemple, là, je ne sais pas si c'est très lisible d'ailleurs, des champs custom qu'on va utiliser. Mais c'est quand même une pleine page, hein, un bon projet bien qualifié. C'est super. Ce qui est essentiel dans toutes les mécaniques commercial, c'est on va devoir passer de l'information, on va devoir se souvenir, on peut pas se souvenir de toutes les conversations, on peut pas se souvenir de toutes les qualifications, donc il faut qu'à un moment ce soit centralisé, on va devoir rappeler quelqu'un au bout de 3 mois, au bout de 6 ans, etc., ou de 6 mois en tout cas, on a besoin d'avoir toutes ces informations qui sont centralisées, et quand on passe le projet au closer, on a besoin de lui donner toute l'information, et puis si l'opportunité est perdue, qu'on doit justement recycler ces leads, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, toutes les interactions qui ont pu avoir lieu. Et puis ensuite, le CRM, c'est aussi comment on va gérer ses relances, ses tâches, etc. Bon, j'étais obligé de faire un petit passage sur le CRM. Metrics et reporting. Alors, on va évidemment, le mieux, idéalement, quand vous montez une formation pour des prospecteurs, c'est que vous ayez été prospecteur. Vous avez essayé.
ou alors vous avez un prospecteur déjà qui a suffisamment de recul et qui va vous permettre de commencer à construire les premières briques. Ce qui est important, c'est à partir du moment où on a mis en place cette mécanique, c'est qu'on va lui donner des métriques un peu indicatifs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est OK, il me faut que j'identifie combien de leads, que j'engage combien de leads, je suis censé attendre combien de réponses, qui vont déclencher combien de conversations, et sur ces conversations, combien vont devenir des projets. C'est important parce que ça va lui donner un levier lui-même, hein, pour pouvoir s'améliorer ou faire face à une baisse de sa performance et une certaine visibilité. Ensuite, le reporting. Bon, le reporting, il va servir, c'est un reporting simple toutes les semaines, par exemple. Encore une fois, c'est de savoir quels sont les projets qui ont été détectés et surtout les meetings hebdomadaires, ça va savoir, OK, il y a plein de choses qui vont bien, mais on veut surtout comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui est difficile dans le métier. Et on doit évidemment tout le temps essayer d'améliorer le process. Le playbook. Alors, évidemment, je sais que vous adorez la documentation, donc voilà le moment où on va faire de la documentation, on va écrire tout ça. Pour que tout le monde, en tout cas, ait un même niveau de qualité de formation. Donc, c'est la Bible, c'est là où il va tout retrouver. Hein. Il va retrouver à la fois les descriptions du produit, le positionnement par rapport aux concurrents, les informations sur les buyers persona, les personnes à qui je vais parler, quel est leur profil psychologique, quelle est leur vie, etc. Comment les leads se gèrent, comment je les qualifie, quel type de propositions de formulation, de questions, de phrases vont me permettre d'optimiser, enfin d'avoir des conversations plus productives, comment j'organise mes calls, comment j'organise ma journée, tout simplement. Voilà. Donc le playbook, c'est un gros travail, je vais pas vous mentir, mais c'est surtout un très bon exercice parce qu'il permet de se poser de très bonnes questions. Écrire un playbook, ça veut dire faire plein de réunions et se poser plein de bonnes questions. La bonne question, c'est tout d'un coup, on se rend compte que comment on traite les opportunités perdues. Ben, on se rend compte qu'on n'a pas de process. Voilà. Ou j'ai une recommandation d'un client, comment je la traite. Dans une conversation, comment je vais évaluer vraiment l'urgence d'un projet potentiel. Voilà. Donc, on va se poser plein de questions. Et ça, on va essayer de mettre nos réponses. Elles ne sont pas absolues, elles ne sont pas parfaites, mais on va essayer de les mettre dans ce document. Voilà. Donc, pour le playbook, on a essayé de faire efficace. Vous avez, mais vous l'avez peut-être déjà lu, vous allez dans ressources, e-book, et vous allez retrouver une synthèse de notre playbook. C'est une synthèse un peu graphique, etc., avec des éléments, comment on qualifie, un bande, etc. C'est très chouette. Mais on se rend compte que ça va quand même au-delà de ça et que notre playbook interne est un peu plus épais. Et puis il vit surtout. Et donc, ce que je vous ai préparé, c'est que j'ai repris le playbook original qui est chez nous, qui fait une 40aine de pages, et j'ai enlevé tout ce qui était spécifique chez nous et j'ai essayé de mettre des summaries de qu'est-ce qu'il faut écrire à cet endroit-là. La problématique est de pas oublier en fait et d'avoir toute une structure de playbook et tous les points qui doivent être abordés. Après, chaque entreprise est unique et on peut pas la remplir à votre place évidemment. Donc ça c'est prêt, c'est un document Word. Vous avez probablement un point de contact chez nous, donc demandez-nous sur demande, on vous le donne, hein, bien sûr. Voilà. Juste avant de finir, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est les obstacles qu'on a rencontrés et quelques conseils. Voilà. Alors, bien organiser les simulations. Le mock call, c'est vraiment un outil très très puissant pour l'amélioration de la personne. Voilà. Et si on fait de la formation sans structure, sans playbook, on va forcément oublier des choses. C'est forcé. Et donc, ça veut dire qu'il va pas être pleinement productif, ça va être plus long parce qu'il va devoir poser des questions, revenir vers nous pendant des mois et des mois. Donc, prendre le temps de documenter les process et ensuite de pouvoir les faire vivre. Voilà. Un troisième conseil, je sais pas si c'est un conseil, mais que je pourrais partager avec vous, c'est valoriser le job du prospecteur, et notamment auprès des commerciaux. Un bon prospecteur, enfin je vois chez nous, un prospecteur peut faire 50% du cycle de vente, puisque c'est une partie qui est très très difficile, engagée, qualifiée, avec quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui nous découvre, voilà. Donc c'est parfois la partie la plus compliquée. Encore une fois, c'est des compétences différentes. Le closing demande des compétences particulières, la prospection demande d'autres compétences très particulière, l'attitude n'est pas la même, etc.
Et le pire, il n'y a rien de pire pour un prospecteur qui essaye de faire un super boulot, de se rendre compte que parfois les commerciaux veulent les prendre pour des assistantes. C'est pas du tout le principe, je crois, mais c'est déjà la façon dont on en a parlé à la webconférence avant. Donc, valoriser le job. Et puis, c'est aussi la garantie qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir de l'alignement, il va y avoir que tous les projets qui sont remontés par les prospecteurs vont être bien traités, hein, avoir toute cette communication et ce respect entre les deux équipes. Et en parlant des commerciaux, un des principaux obstacles des prospecteurs, c'est justement les commerciaux derrière, qui justement soit n'échangent pas, mais surtout ne loguent rien dans le CRM. Donc, on n'a pas leurs actions, on ne sait pas ce qu'ils ont découvert, on ne connaît pas le contenu des conversations, etc. Et donc, ça veut dire que ces leads-là, s'ils signent très bien, mais quand ils ne signent pas, ils sont quasi impossibles à retravailler. Voilà, ça, c'est vraiment une douleur qui ressort souvent chez les prospecteurs. Et voilà, donc la prochaine webconférence, on n'en aura plus là en 2015, donc ce sera janvier 2016. Pour une bonne raison, c'est qu'on déménage et qu'il y aura un petit peu de chaos. On va déménager tous nos locaux dans le centre de Paris. La thématique qu'on a choisie, c'est le secret des emails de prospection. Quels sont les bons emails pour avoir des réponses? Donc ça va être vraiment intéressant. Ça fait vraiment appel à beaucoup de psychologie. Et puis surtout, vous avez des questions, vous avez n'importe quelle problématique, hein, si on est là pour vous aider. Émilie, Marina, Pierre, donc sont les consultants marketing, entre guillemets les prospecteurs, sur le marché francophone pour nous. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour vous aider. Alors, même sur des sujets un peu connexes, hein, mais liés à la construction de votre machine de prospection. Ils sont pas là pour vous pitcher sur du software. Mais si dans une conversation à valeur ajoutée où on comprend effectivement ce que vous souhaitez mettre en place et la façon dont vous êtes organisé aujourd'hui, si ça a du sens de mettre en place une mécanique telle que la nôtre, dans ces cas-là, ils sauront très bien faire. Nous avons respecté le délai. Donc, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à revenir vers Émilie, Marina ou Pierre ou votre point de contact si vous avez un autre point de contact chez ICO. Si vous souhaitez avancer, en savoir plus ou recevoir ce que j'ai préparé, hein, le playbook vierge. Je vous souhaite une bonne journée à tous. En plus, il fait un temps magnifique. Bonne journée, au revoir.